Une bataille millénaire touche à sa fin. Le combat contre Muzan, le démon originel, est plus proche que jamais depuis que les différents piliers et nos héros ont été téléportés dans sa forteresse. Bien que séparés, les pourfendeurs de démons ont poursuivi leur avancée dans le château, rencontrant les différentes lunes supérieures au pouvoir aussi puissant que terrifiant. Shinobu a finalement perdu son duel et a été dévorée par la seconde lune supérieure Doma, laissant derrière elle sa disciple Kanao, prête à tout pour la venger. Tanjiro, quant à lui, accompagné par son mentor Giyu, a réussi à vaincre Akaza en entrant dans le monde transparent. Un état de conscience et de concentration totale permettant de déceler chaque muscle et organe de l'adversaire pour exploiter ses failles. Bien que ce soit une première victoire, cette nuit d'affrontement ne fait que commencer. Car Muzan, ayant absorbé Tamayo qui voulait le rendre à nouveau humain, entame sa transformation finale. Quoi qu'il en soit, Kanao en mauvaise posture doit faire face à Doma qui feint d'être attristée par la mort d'Akaza. Mais celle-ci n'est pas dupe et remarque vite que la seconde lune ne ressent finalement aucune émotion. C'est donc avec haine et mépris pour son adversaire que Kanao veut finir le combat. Sans s'en rendre compte, manquant de poigne à cause de la fatigue, Kanao s'est fait subtiliser son sabre par Doma. En mauvaise posture, elle doit traverser des pétales de glace aussi tranchantes que des rasoirs si elle veut le récupérer. Mais c'est à ce moment que Inosuke fait son entrée et dévie l'attaque adverse. Plus que prêt à se battre, notre héros apprend alors la mort de Shinobu, celle qui avait pris soin de lui et de ses blessures après chaque bataille. Bouillonnant de colère et de tristesse, Inosuke fonce alors dans un combat frontal malgré le danger. Bien que l'attaque d'Inosuke paraisse irréfléchie au premier abord, notre héros a mené cette offensive dans le but de récupérer le sabre de Kanao. Seulement une seule seconde d'inattention a permis à Doma de subtiliser un nouvel objet qui n'est autre que le masque de notre héros. En voyant le véritable visage d'Inosuke, Doma semble reconnaître des traits chez lui qui lui sont familiers. En s'enfonçant un doigt dans le crâne à la recherche de ses souvenirs, la lune supérieure a alors une illumination. Il y a une dizaine d'années, une jeune femme seule, accompagnée d'un bébé, était venue trouver refuge dans son culte pour échapper au coup de son mari qui la battait. Cette femme s'appelait Kotoa et n'était autre que la mère d'Inosuke. Bien qu'il trouvait la jeune femme idiote,
Doma appréciait particulièrement sa beauté et sa voix, ce qui lui suffisait pour se retenir de la dévorer. Celle-ci chantonnait la même chanson tous les jours, celle où elle promettait de tout faire pour protéger son fils, même au prix de sa vie. Un jour, Kotoa découvrit le secret de Doma en le voyant tuer puis manger plusieurs de ses fidèles. Pris de peur, elle prit la fuite en pleine nuit jusqu'à arriver dans une sombre forêt. Seule et perdue au bord du précipice, elle sentait que Doma serait bientôt là pour l'éliminer. Kotoa prit donc la décision de lâcher Inosuke dans la rivière en contrebas, priant pour sa survie avant de se faire sauvagement exécuter. Les souvenirs de sa mère faisant de nouveau surface dans son esprit, Inosuke est pris d'une tristesse inconsolable en se rappelant l'amour protecteur de celle qui a essayé de le protéger jusqu'au bout. Notre héros remercie alors le destin d'avoir mis à nouveau Doma sur son chemin et s'apprête, transi de colère, à se venger. En un instant, les deux pourfendeurs de démons s'élancent, mais Doma stoppe net leur attaque et invoque des pantins de glace pour continuer le combat à sa place, se dirigeant vers les autres piliers toujours en vie. Bien que nos héros ne veulent pas le laisser s'échapper, Doma est protégé par ses créations, capable même d'utiliser son pouvoir sanguinaire. N'ayant aucun moment de répit, Inosuke voit Doma qui s'apprête à quitter la pièce, quand soudain, la seconde lune supérieure voit des morceaux de chair tomber sur le sol, provenant de son visage en train de fondre. En effet, Shinobu avait prévu depuis le début qu'elle allait se faire dévorer en cas de défaite, et a donc injecté dans son corps pendant plus d'une année un poison de fleurs de glycine qui est mortel pour les démons. En dévorant Shinobu, Doma a ingéré plus de 70 fois la dose létale. Son corps se désagrégeant et perdant des forces, les pantins de glace finissent par s'auto-détruire. C'est le moment ou jamais pour nos héros d'en finir. Kanao se rue donc sur Doma pour lui infliger le coup de grâce, mais celui-ci déploie instantanément sa plus puissante technique afin de repousser l'assaut de nos héros. Le temps étant compté avant que la lune supérieure ne commence à s'adapter au poison, Kanao utilise sa technique ultime, les yeux du licorice rouge. En mettant une pression maximale dans sa vision, le temps paraît comme ralenti pour Kanao, bien que sa vue puisse disparaître avec cette technique. Celle-ci, esquivant les attaques de Doma, entame sa décapitation, mais le démon la gèle sur place avant qu'elle ne puisse totalement trancher sa tête. C'est donc au moment fatidique que Inosuke lance ses deux sabres de toutes ses forces sur celui de Kanao pour accompagner son mouvement et finalement trancher la tête de Doma. La seconde lune, constatant sa mort imminente, ne ressent aucune émotion au fond de lui et n'a donc pas la volonté irrépressible de survivre face à ce coup fatal. N'ayant jamais rien ressenti de sa vie, même face à ses parents s'entretuant, Doma est voué à mourir seul dans un froid glacial. Shinobu peut donc enfin trouver le repos, ayant confiance en ses compagnons quant à l'extermination de Muzan. Et ce n'est qu'une fois dans l'au-delà que Doma commence à ressentir pour la première fois quelque chose. Et ce n'est autre que de l'amour face à la beauté de Shinobu. Pris d'un coup de foudre, il lui demande donc de venir avec lui jusqu'en enfer. Demande qui sera brutalement refusé par l'ancien pilier. Inosuke exulte alors de joie après sa victoire contre la lune supérieure. Mais le souvenir protecteur de sa mère refait surface et ne manque pas de l'émouvoir une nouvelle fois. Kanao, quant à elle, a perdu la vue de son œil droit et ne peut que se rappeler de la bienveillance de sa sœur en récupérant son ruban. Dans un dernier au revoir, elle sent que ses sœurs, ayant voué leur vie à vaincre les démons, sont fières d'elle, partant vers un monde meilleur avec leur famille, loin des démons. Du côté de Tanjiro, il finit par être réveillé par une odeur de brûlé, celle de Tomioka faisant rougir sa lame dans un feu afin de cautériser leur plaie. Nos deux héros apprennent alors par le biais des corbeaux la victoire de Inosuke et Kanao sur la seconde lune. Quant à Mitsuri et Obanai, ils entament leur combat contre Nakime, la quatrième lune supérieure, qui contrôle actuellement la forteresse. Bien qu'elle n'ait pas un pouvoir sanguinaire offensif, elle n'a aucun mal à repousser nos héros, qui sont incapables de l'atteindre.
Muichiro et Gyomei poursuivent leur course afin de trouver Muzan. Mais le pilier de la brume se retrouve subitement séparé de Gyomei à cause du pouvoir de Nakime. Seul, il doit à présent faire face à Kokushibo, la première lune supérieure. Face à cette sombre aura écrasante, Muichiro tremble de peur pour la première fois de sa vie. Kokushibo, en l'examinant et en demandant son nom, découvre alors que le pilier de la brume n'est autre qu'un de ses descendants. Muichiro, bien que perturbé face à cette révélation, passe à l'action pour faire disparaître sa peur. Mais même en déployant sa marque et en usant de ses meilleures techniques, Kokushibo apparaît comme une ombre intouchable. Afin de témoigner un minimum de respect face à son descendant, Kokushibo dégaine sa lame, tranchant en un instant la main de Muichiro. Notre héros s'empresse donc de ralentir le saignement avant de mener une nouvelle offensive. Mais cette fois, le pilier de la brume voit son sabre être retourné contre lui-même et finit empalé sur un poteau en bois. La première lune démoniaque, voyant le potentiel de son descendant, compte donc en faire un démon. Mais Genya, observant la scène de loin, dissimulée derrière un panneau, est prêt à intervenir. Mais avant même qu'il ne bouge le petit doigt, Kokushibo se retrouve derrière lui et n'a aucun mal à le trancher en deux. À la merci de Kokushibo, Genya s'apprête à être exécuté avant que Sanemi, son grand frère, ne vienne lui porter secours. Si Sanemi s'est montré toujours aussi dur avec Genya, c'est car il voulait qu'il ait une vie paisible, loin des démons. Voyant son petit frère dans un état critique, le pilier du vent ne peut qu'exploser de colère et attaquer la lune démoniaque. En croisant le fer avec Kokushibo, Sanemi se rend compte que ses techniques sont bien différentes des autres démons. Et pour cause, Kokushibo utilise lui aussi le souffle. Dans cet affrontement au rythme insoutenable, Sanemi, même avec beaucoup d'ingéniosité, ne rivalise pas face à Kokushibo. Et en réagissant une seconde trop tard, finit par se faire taillader par le souffle de la lune. Face à Sanemi lacéré et complètement ensanglanté, la première lune se retrouve soudainement perturbée. Depuis son premier affrontement contre sa mère qui fut transformée en démon, Sanemi savait que son sang avait quelque chose de spécial qui pouvait faire perdre leurs moyens aux démons. Continuant à les traquer seul, Sanemi fit un jour la rencontre de Masashika, un membre des pourfendeurs. Tous deux devinrent rapidement meilleurs amis, mais leur assaut contre la première lune inférieure s'est soldé par la mort de Masashika. Étant le seul survivant promu au rang de pilier, Sanemi ne pouvait cacher sa colère et sa tristesse face à Oyakata qu'il jugeait comme lâche et faible. Cependant, sa colère se verra vite estompée quand Oyakata lui présente ses excuses et lui remet la lettre que Masashika avait laissée pour lui. Depuis qu'il mène son combat contre Muzan, Oyakata a retenu le prénom de chacun des pourfendeurs tombés au combat, et celui de Masashika ne faisait pas exception. Sanemi, ne pouvant en dire autant, finit par se calmer et lire les derniers mots de son frère d'armes. Masashika voulait que ceux chers à son cœur puissent vivre une vie paisible en éliminant les démons, même s'ils ne pouvaient se tenir à côté d'eux. Touché par ce message, Sanemi s'était alors juré de protéger son frère pour qu'il ait une vie heureuse. Et ce simple souhait, fait il y a des années, lui suffit à tout donner dans son combat contre Kokushibo. Quand soudain, Gyomei fait son entrée, déterminé à abattre la première lune. Instantanément, Kokushibo remarque le corps du pilier qui a été poussé à la plus extrême limite. Gyomei, aspirant tout l'air environnant avec son souffle, entame donc la confrontation. Impressionné par la force et l'agilité de son adversaire, la première lune manque de se faire saisir par les chaînes de Gyomei, laissant derrière lui une mèche de cheveux. Constatant que les armes du pilier sont en fer pur, renforcées par la lumière du soleil, Kokushibo finit par voir son sabre brisé en deux, car celui-ci est principalement composé de ses cellules démoniaques. Seulement, il ne perd pas un instant avant de contre-attaquer dans un fracas d'acier blessant le pilier de la roche. Gyomei passe donc aux choses sérieuses et fait apparaître sa marque pendant que Muichiro réussit tant bien que mal à s'extraire du poteau. Pensant ses blessures en vitesse, il sait qu'il est déjà condamné et compte donc tout donner, quitte à mourir dans ce combat. Mais Genya l'interpelle avant son
assaut pour lui demander de rassembler les parties de son corps et de lui donner les cheveux que la lune supérieure a perdus pour se régénérer. Quant à Kokushibo, il est pris de tristesse en voyant qu'un guerrier comme Gyomei a éveillé la marque, car tous ceux qui la possèdent sont voués à mourir avant leur 25e année. Il lui propose donc, tout comme lui, de devenir un démon. Seulement le pilier de la roche est bien au courant des risques et ne regrette pas une seule seconde son choix de mourir en tant qu'humain. D'autant plus qu'il notifie qu'un pourfendeur a réussi autrefois à surpasser cette fatalité. À la simple évocation de ce fait, Kokushibo est pris d'une colère froide, reprenant le combat de plus belle. Sanemi, ayant enfin refermé ses blessures, éveille à son tour la marque pour rejoindre Gyomei dans ce combat. Au même moment, Genya ingère la mèche de cheveux de la première lune et voit son corps se régénérer à une vitesse fulgurante. Seulement, il commence à entendre une étrange voix dans sa tête, qui n'est autre que celle de Muzan, demandant à Kokushibo de retenir les piliers. Quant à Gyomei et Sanemi, ils parviennent à prendre de vitesse la première lune et lui infliger quelques dégâts. Mais Kokushibo n'attendait que leur précipitation pour contre-attaquer en allongeant sa lame. Perdant des doigts dans ce fracas d'acier, Sanemi et Gyomei peinent à suivre la cadence de Kokushibo, qui enchaîne les techniques de haut niveau. Muichiro, retournant au combat, sauve alors Sanemi d'une mort certaine. Observant son frère, côtoyant la mort de plus en plus près, Genya ne peut rester les bras croisés et prend le risque d'ingérer le bout de lame brisée de la lune démoniaque. Gyomei, à force d'esquiver les attaques insoutenables de Kokushibo, a réussi à affûter ses sens et entre dans le monde transparent. Muichiro profite alors de la diversion de ses amis pour entrer dans la garde de son adversaire et le transpercer, quitte à y laisser sa jambe. Sachant qu'il va mourir, le pilier de la brume compte tout donner pour maintenir sa position. Le temps nécessaire pour que Genya, devenu brièvement un démon, tire une rafale de balles se logeant dans le corps de la première lune. En activant son pouvoir sanguinaire, Genya immobilise Kokushibo coincé dans un arbre ayant solidement pris racine. Les piliers se ruant vers lui pour lui trancher la tête, Kokushibo, une nouvelle fois face à la mort, se remémore alors un moment marquant de sa vie. Il y a plus de 400 ans, Kokushibo, devenu un démon depuis des dizaines d'années, croisa à nouveau le chemin de son frère jumeau Yorichi, le créateur du souffle du soleil. Ses yeux n'en revenaient pas. Yorichi, bien que décrépit, était encore en vie, malgré qu'il ait développé la marque des pourfendeurs dès sa naissance. Yorichi, en voyant l'apparence démoniaque de son frère, ne pouvait que pleurer de pitié pour lui. Lui, qui a toujours été impassible dans sa jeunesse, a montré pour la première fois ses émotions. Yorichi, prenant position, s'apprêtait à éliminer son frère. Bien qu'il soit âgé, Kokushibo sentit instantanément que son jumeau n'avait rien perdu de sa technique et d'un mouvement se retrouva tranché avant qu'il ne puisse réagir. Une ancienne colère remonta alors en la première lune. Celle de voir son frère, même à un âge avancé, surpasser les limites humaines, constatant une nouvelle fois la faveur des dieux qui lui avait été offerte. Persuadé que le prochain coup de Yorichi trancherait sa tête à coup sûr, Kokushibo ne put ressentir que de la haine envers son frère. Seulement, le coup final ne vint jamais. Yorichi, debout, le sabre à la main, venait de mourir de cause naturelle. Voyant le seul épéiste capable de lui infliger une défaite s'étant éteint, Kokushibo se jura depuis cette nuit de ne plus jamais perdre un seul duel. Cette promesse lui faisant de nouveau écho proche de la mort, Kokushibo libère un puissant cri de rage, tranchant instantanément tous ceux sur son chemin. Malgré tout, Muichiro tient bon et met toute sa volonté dans son sabre qui s'anime d'un rouge étincelant. Kokushibo ressent alors une douleur sans pareille, avant que Genya, gisant sur le sol, utilise une ultime fois son pouvoir sanguinaire. Kokushibo, à nouveau immobilisé, les armes des piliers s'entrechoquent, devenant à leur tour rougeâtres. Et c'est dans un hurlement de colère et de douleur que la tête de la première lune finit par tomber. Cependant, ayant fait la promesse de ne plus jamais perdre, Kokushibo puise dans ses dernières forces pour se régénérer. Sa tête commence alors à repousser, affichant un visage
monstrueux. Bien que désemparé, Gyomei et Sanemi relancent l'offensive. Mais en voyant son visage dans le reflet de leurs lames, Kokushibo ne se reconnaît plus. Il ne peut alors que se rappeler d'une chose, Yoriichi, encore enfant et plein d'admiration, qui voulait le suivre dans la voie du sabre. Tout à coup, le corps de la lune supérieure se désagrège. Lui, qui a tout fait pour devenir le meilleur épéiste, se rappelle alors pourquoi il est allé jusqu'à refuser la mort et perdre son humanité. Depuis petit, la seule chose que désirait réellement Kokushibo, c'était d'être aussi fort que son frère. Dès la naissance des deux jumeaux, Yoriichi portait déjà la marque, ce qui lui valut le rejet de son père, qui lui donna beaucoup moins d'attention comparé à Kokushibo. À ses 10 ans, Yoriichi était voué à partir de la demeure familiale pour devenir prêtre dans un monastère. Toujours aux côtés de sa mère, c'était un enfant très silencieux. Kokushibo, le voyant toujours mis à l'écart, lui a alors offert une flûte en bois qu'il avait confectionnée lui-même. C'était le premier cadeau que Yoriichi reçut de sa vie et c'était donc devenu son trésor. Un beau jour, en voyant Kokushibo s'entraîner au sabre, Yoriichi ouvrit la bouche pour la première fois afin de manifester son désir d'être lui aussi un fort samouraï, tout comme son frère. Avec sa gentillesse naturelle, personne ne croyait en son projet, car de toute façon, il était voué à devenir prêtre. Sauf qu'avec les quelques instructions de base qu'il avait reçues, Yoriichi fait preuve d'un talent inné de bretteur, corrigeant magistralement son professeur lors d'un duel. À la suite de cet affrontement, voyant l'instructeur blessé, Yoriichi ne voulait plus être un samouraï, se rendant compte qu'il détestait plus que tout faire du mal aux autres. Kokushibo, désirant être le plus fort des samouraïs, voulait alors en apprendre plus sur le secret de la force de son frère. Yoriichi, aussi jeune qu'il soit, voyait déjà les êtres vivants par le prisme du monde transparent, capable d'anticiper tout mouvement. Malgré des efforts acharnés, Kokushibo n'a jamais réussi à égaler le niveau de Yoriichi, si bien qu'aux yeux de son père, le rôle des deux frères s'était inversé. Maintenant devenu le fils mal aimé, son rêve de devenir le plus fort des samouraïs lui avait été enlevé. Jusqu'au jour où la mère des deux frères succomba de sa maladie, poussant Yoriichi à partir au temple à la place de son frère, voulant fuir la violence. Ce n'est qu'en lisant les mémoires de sa mère que Kokushibo comprit que si Yoriichi restait toujours auprès d'elle, c'était pour l'aider à marcher, ayant depuis le début détecté sa maladie sur son flanc gauche. Face au don exacerbé de son frère, Kokushibo ne put ressentir que du mépris, souhaitant même que celui-ci ne vienne jamais au monde. Les années passèrent et Yoriichi disparut sans laisser de traces. Kokushibo, lui, est finalement devenu un samouraï et a même pu fonder une famille, passant des années paisibles, jusqu'à une sombre nuit où son campement fut attaqué par un démon. C'est à ce moment que Yoriichi fit son retour, coupant le démon en un instant, ayant suivi sa piste depuis des jours. Face à cette maîtrise du sabre extraordinaire, capable même de venir à bout des démons, Kokushibo abandonna sa femme et sa famille pour poursuivre son rêve, celui d'être le meilleur samouraï, voulant faire sienne les techniques de son frère. Au fil des années, Yoriichi traqua les démons avec son frère et d'autres épéistes à qui il apprenait des dérivés de son souffle. Mais malgré tous ses efforts, Kokushibo n'a lui-même jamais réussi à maîtriser le souffle du soleil, créant sa propre variante, le souffle de la lune. Rapidement, il manifesta la même marque que son frère, le condamnant à une mort certaine lors de sa 25e année. N'ayant toujours pas rattrapé le niveau de son frère et le temps défilant en sa défaveur, Kokushibo finit par accepter la proposition de Muzan afin de vivre pour l'éternité. Vivant une vie de meurtre et de combat, Kokushibo se croyait enfin libéré de toute entrave, jusqu'à ce que son chemin croise à nouveau celui de son frère, qui le surpassait encore malgré son âge avancé. Face au corps de son frère encore debout, ayant rendu l'âme, Kokushibo ne ressentait plus que de la haine pour son jumeau, se sentant misérable à chaque fois qu'il le croisait. D'un coup net, il déchiqueta alors sa carcasse, ainsi que la flûte en bois que Yoriichi avait gardée avec lui depuis tout ce temps, faisant couler les larmes du démon. C'est avec ce souvenir que Kokushibo, la première lune démoniaque, ne put que se rappeler dans ses derniers instants le visage de son frère, qu'il avait pourtant essayé d'oublier
piliers au fil des siècles. Se questionnant sur les raisons de sa propre venue au monde, Kokushibo, ayant tout sacrifié en vain, ne laisse derrière lui que la flûte de son frère. Le combat est terminé, mais Sanemi, inconscient, montre encore la volonté de se battre avant de s'écrouler de fatigue. Malheureusement pour Tokito, il a succombé à ses blessures, retrouvant son frère dans l'au-delà. Bien que celui-ci aurait préféré qu'il fuit pour vivre plus longtemps, Tokito ne regrette rien, ayant été heureux à chaque minute passée avec ses amis. Son frère, fondant en larmes, avoue alors que son seul souhait était que Tokito survive. Cette phrase marque alors leur retrouvailles. Quant à Genya, ayant eu le visage coupé en deux, il remercie le ciel pour la survie de son frère. Dès son réveil, Sanemi court vers lui, voyant son corps partir en poussière comme celui d'un démon. Dans ces derniers instants, Genya s'excuse d'avoir causé du souci à son frère et le remercie de l'avoir protégé tout ce temps. Il finit donc par avouer qu'il voulait faire la même chose pour lui, ne voulant pas qu'il meure, car à ses yeux, Sanemi est la personne la plus gentille du monde. Sur ces dernières paroles, Genya disparaît, laissant un gouffre dans le cœur de son frère, ne pouvant être comblé. Pour la première fois, Sanemi fait part d'une tristesse et d'une vulnérabilité rare, celle de ne pas avoir pu sauver son frère qu'il s'était juré de protéger. Toutefois, cette funeste nuit ne fait que commencer, car Muzan est toujours en vie. Par le biais d'un corbeau, Tanjiro apprend alors la triste nouvelle et compte se battre jusqu'au bout, car il a appris grâce à Senjuro que la danse du dieu du feu ne possède non pas 12 mais 13 mouvements. Cette information est peut-être la clé qui va lui permettre de vaincre Muzan. D'ailleurs, celui-ci vient de finir sa régénération, déchiquetant tous les pourfendeurs aux alentours. Il semblerait donc que le médicament de Tamayo, censé faire redevenir Muzan humain, n'ait pas fonctionné. Le démon originel n'a alors aucun remords à éliminer Tamayo de ses mains, ce qui n'est pas sans provoquer un choc chez Yushiro qui peine à contenir sa rage. Dans les allées de la forteresse, les pourfendeurs se font complètement anéantir par Muzan, qui compte bien en finir avec eux cette nuit. Oyakata, le nouveau dirigeant des piliers, se retrouve alors sans voix face à ce massacre, jusqu'à ce que ses sœurs le rappellent à son devoir et lui redonnent espoir. Tous les piliers ont donc l'ordre de se rassembler pour éliminer Muzan. Cependant, tant que la 4e lune supérieure est là, ils ne pourront se déplacer librement. Obanai concocte alors un mystérieux plan pour en venir à bout. Du côté de Giyu et de Tanjiro, leur course finit par les mener tout droit face à Muzan. Dès qu'il l'aperçoit, Tanjiro se rappelle des nombreux morts parmi sa famille et ses amis causés par le maître des démons. Ce qui ne manque pas de faire trembler notre héros d'une rage bouillonnante. En voyant les pourfendeurs, Muzan ne comprend donc pas pourquoi il s'obstine autant à le combattre, se percevant comme l'équivalent d'une catastrophe naturelle, pensant que les pourfendeurs devraient passer à autre chose, se réjouissant du fait d'avoir survécu afin de vivre une vie paisible. En entendant ces mots, Tanjiro, d'une colère froide, est persuadé que Muzan est un être qui ne devrait pas exister sur cette planète. C'est la première fois que Tanjiro ressent autant de haine pour un être vivant. Et cette opposition irréconciliable mène les deux adversaires aux prémices de la bataille finale. En un mouvement, Muzan déploie ses bras semblables à des fouets aux tranchants acérés. Tanjiro et Giyu peinent à esquiver ses attaques, ne réagissant qu'à l'instinct au vu de la vitesse fulgurante de ses coups. Toutefois, Tanjiro parvient à s'approcher, mais se fait instantanément taillader l'œil droit. Giyu vient alors le sortir de ce faux pas in extremis. Soudain, Muzan annonce que le soleil ne pénètre pas dans cette forteresse et que la 4e lune supérieure est déjà venue à bout de Obanai et Mitsuri. Choqués par cette nouvelle, nos héros peinent à suivre le rythme, au point où Tanjiro ne peut presque plus respirer. Muzan s'apprête alors à lui porter un coup fatal, quand soudain, Mitsuri fait son entrée, prenant le maître des démons par surprise, tandis que Obanai sauve Tanjiro de justesse. Déconcerté de les voir encore en vie, Muzan demande à Nakime ce qu'il se passe, sauf que c'est Yuichiro qui lui répond, ayant pris le total contrôle sur le démon. Souhaitant se venger pour la mort de Tamayo, Yuichiro, brûlant de colère, compte tout faire pour éliminer Muzan. Mais le démon originel
tente de reprendre le contrôle de la forteresse avec son pouvoir. Entamant un duel, la forteresse bouge de toutes parts et Muzan reprend petit à petit le contrôle de Nakime, absorbant sur son passage les cellules de Yuichiro. Heureusement, les piliers forcent Muzan à se concentrer sur le combat, laissant Yuichiro reprendre le contrôle. Voyant la situation dégénérer, Muzan préfère alors tuer directement la 4e lune pour faire s'effondrer l'immense forteresse sur les piliers. Dans un fracas total, la forteresse s'écrase sur le sol. Muzan se trouvant maintenant à l'extérieur en plein milieu d'une ville, tandis que nos héros peinent à se relever après cette violente chute. Pour vaincre Muzan, les piliers devront donc le combattre et le retenir ici pendant encore 1h30 avant que le soleil ne se lève. Ayant pleinement confiance en ses capacités, le maître des démons met donc nos héros au défi de le battre. Les piliers s'élancent alors dans la bataille finale, mais la régénération de Muzan est telle que sa tête ne peut tout simplement pas être décapitée. Muzan préparant la contre-attaque, les jeunes pourfendeurs se jettent sur les piliers, donnant leur vie pour les protéger. Voyant un camarade se sacrifier pour lui, Tanjiro ne peut pas abandonner le combat malgré ses blessures et court vers le lieu de l'affrontement. Seulement notre héros finit par s'écrouler au milieu du chemin, crachant énormément de sang. Muzan avoue donc avoir mêlé de grandes quantités de sang démoniaque dans ses coups, ce qui agit comme un violent poison, détruisant toutes les cellules chez les humains. Ayant subi une grave blessure à l'œil, Tanjiro, infecté par le poison, voit son cœur s'arrêter, ne laissant plus que son corps inerte. Nezuko, en plein sommeil, se réveille soudainement, sentant que son frère est en danger. Guidée par la voix de son père, elle court aussi vite qu'elle peut pour rejoindre le champ de bataille. Mais là-bas, même avec leur assaut coordonné, les piliers peinent à contenir Muzan et se retrouvent tous grièvement blessés. Jusqu'à ce que Gyomei et Sanemi fassent leur retour, ne manquant pas d'immoler le démon avec de l'alcool. Pendant ce temps, un jeune pourfendeur s'occupe de mettre Tanjiro à l'abri et l'emmène soigner ses blessures. Aux portes de la mort, Tanjiro a alors une vision, celle de son ancêtre nommé Sumiyoshi d'il y a 400 ans, passant un moment avec Yorichi, l'unique utilisateur du souffle du soleil, ayant autrefois sauvé sa famille des démons. Si le pourfendeur était venu rendre visite à la famille Kamado, c'était pour trouver une oreille attentive à son histoire. Yorichi trouvait ce monde tellement beau que simplement voir des gens heureux suffisait à son bonheur. De son enfance, il ne garda en mémoire que la gentillesse de son frère et la douceur de sa mère. Mais le jour où il quitta la demeure familiale, il n'alla pas au temple, mais courut jusqu'à épuisement en suivant le ciel. Cette course effrénée mena alors le jeune garçon jusqu'à une fille de son âge nommée Uta qui avait perdu sa famille dans une épidémie. Les deux orphelins partagèrent donc leur chemin ensemble, jusqu'à ce que 10 ans plus tard, ils s'unissent par le mariage et attendent leur premier enfant. Un jour, Yorichi partit chercher une sage-femme pour préparer l'accouchement, mais son bon cœur le mena à aider un vieillard et il ne put revenir chez lui qu'à la nuit tombée. Seulement en rentrant, il ne trouva que le corps éviscéré de sa femme gisant sur le sol. Le bonheur, ainsi que le rêve de mener une vie simple et heureuse, venait de lui être enlevé. Seul et empli de tristesse, il ne put serrer dans ses bras que le corps sans vie de sa défunte épouse et de son enfant. Jusqu'à ce que le samouraï poursuivant le démon vint chez lui, offrant des obsèques dignes à sa famille. Yorichi, n'ayant plus rien, devint alors lui aussi un pourfendeur de démons, dans le but d'éliminer ces créatures, salissant la beauté de ce monde. Rapidement, Yorichi avec son talent a appris le souffle aux autres pourfendeurs, et à force d'éliminer les démons, il finit par remonter la piste jusqu'à leur créateur, qui n'est autre que Muzan. À cet instant précis, Yorichi savait qu'il était venu au monde dans le but de l'éliminer. Face à la force et à la vitesse de Muzan, Yorichi sentit pour la première fois la pression du combat, sachant que la moindre égratignure pourrait lui coûter la vie. Mais ayant perfectionné ses techniques durant tant d'années uniquement pour cet instant, Yorichi d'un coup net réussit à découper Muzan avec sa lame d'un rouge incandescent. Pour la première fois de sa vie, Muzan venait d'être décapité avec l'incapacité de se régénérer.
ressentant une intense colère et une frustration indescriptible, Muzan, pour échapper à la mort, décide donc de se faire exploser en 1000 morceaux afin de se régénérer plus tard. La jeune femme qui l'accompagnait, enfin libérée de son emprise, ne pouvait qu'exploser de colère face à la fuite de l'homme qu'elle étend. Et cette femme n'était nulle autre que Tamayo. Rapidement, elle coopéra avec Yoriichi pour vaincre Muzan, ce qui n'était pas de l'avis de tous les pourfendeurs, d'autant plus que Kokushibo était devenu lui aussi un démon. Sachant que Muzan ne réapparaîtra plus devant lui de son vivant, Yoriichi était persuadé d'avoir échoué à ce pourquoi il était venu au monde, gardant en lui une profonde tristesse. Seulement, en jouant avec la fille de Sumiyoshi, Yoriichi ne pouvait contenir ses larmes de joie, car il venait d'entrevoir la vie à laquelle il avait aspiré avec sa femme. Sous la demande des enfants de la famille Kamado, Yoriichi exécutait souvent les mouvements du souffle du soleil, semblables à une danse. Ces mouvements, Sumiyoshi n'en ratait jamais une miette, émerveillé par la beauté et la pureté de ses gestes. Alors le jour où Yoriichi fit ses adieux à la famille, il légua à Sumiyoshi les précieuses boucles d'oreilles que sa mère lui avait offertes. Marqué par celui qui avait sauvé sa famille des griffes des démons, Sumiyoshi promit de transmettre à sa descendance ses boucles d'oreilles ainsi que les mouvements du souffle du soleil. Des mouvements que Tanjiro connaît aujourd'hui sous la forme de la danse du dieu du feu. De retour dans le combat contre Muzan, les piliers peinent à retenir les assauts du démon originel et Mitsuri se retrouve gravement blessé par une de ses attaques. Obanai part donc la mettre à l'abri, bien que celle-ci désire encore combattre. Retournant immédiatement au combat, Obanai veut tout faire pour protéger celle qu'il aime, quitte à en mourir, bien qu'il pense que Mitsuri ne puisse accepter son passé. Étant le seul garçon né dans une famille composée exclusivement de femmes, vivant dans l'opulence grâce à des biens volés, Obanai a toujours vécu dans une cage où on lui apportait des dizaines de repas tous les jours. Mais à chaque nuit, il ne pouvait trouver le sommeil, sentant un sombre regard posé sur lui. Et pour cause, sa famille vénérait une démone au corps de serpent à qui elles offraient leur enfant en sacrifice. Obanai était donc le prochain sur la liste. Décrétant qu'il devait ressembler à la démone, sa famille n'hésita pas à lui entailler les joues avant de le remettre dans sa cage. Obanai n'avait alors qu'une idée en tête, fuir pour sa vie. Le seul allié qu'il pouvait faire confiance dans sa survie était un serpent égaré qu'il appela Kaburamaru. Un jour, il réussit à s'évader de sa cage et quitter la demeure familiale, mais fut rapidement rattrapé par la démone, prête à le dévorer. Par chance, Rengoku le sauva in extremis de son étreinte. Seulement, la fuite d'Obanai avait causé la mort de toute sa famille qui a été exterminée de colère par la démone. Vivant avec ce poids sur les épaules depuis ce jour, Obanai a fini par rejoindre les pourfendeurs dans l'objectif de sauver plus de personnes qu'il n'en avait causé la mort par sa fuite. Ce but en tête, il est donc prêt à tout pour éliminer Muzan, promettant d'avouer son amour à Mitsuri si un jour il se réincarne en humain. Proche de la bataille, les pourfendeurs bloquent l'accès des rues aux civils, quand soudain, un étrange chat sort des décombres et court à toute vitesse vers le combat. Là-bas, l'état des piliers est critique, perdant petit à petit leur force, gangrénés par le poison de Muzan. Soudain, le chat apparaît et propulse une seringue dans chaque pilier encore en combat. Le poison dans le corps de nos héros se stoppe alors instantanément. Ces sérums sont le fruit des recherches de Tamayo, qui, même morte, combat encore Muzan. Reprenant du poil de la bête, Obanai, d'une volonté sans faille, réussit à faire rougir sa lame. Cependant, en tenant de toutes ses forces le manche de son sabre, il finit par en oublier de respirer. Chose qui ne passe pas inaperçue pour Muzan, s'apprêtant à lui infliger un coup fatal. Mais au dernier moment, Obanai est sauvé et les bras de Muzan tailladés. De nouveaux renforts viennent d'arriver camouflés dans la poussière et ce n'est autre que Inosuke, Zenitsu et Kanao. Cette distraction permet donc à Obanai de contre-attaquer et trancher Muzan de sa lame rouge.
ce qui ralentit énormément sa régénération. Les piliers font alors s'entrechoquer leurs lames pour qu'elles deviennent rouges à leur tour. À l'écart du combat, des pourfendeurs injectent le sérum de soin à Tanjiro, qui voit miraculeusement son cœur rebattre. Pour le réveiller, les pourfendeurs lui crient que Muzan risque de s'enfuir, ce qui provoque un électrochoc chez notre héros qui ouvre à nouveau les yeux. Les piliers, avec l'arrivée des renforts, peuvent alors se concentrer davantage et apercevoir l'intérieur du corps de Muzan avec le monde transparent. Mais nos héros, trop confiants d'avoir pris l'avantage, ont sous-estimé le maître des démons, qui, en une onde de choc, les fait disparaître avec son pouvoir sanguinaire. Tous ont été touchés et sont tombés inconscients, ayant, pour la plupart, vu leurs membres être coupés. Kanao, face à une telle démonstration de force, s'écroule sur le sol et s'apprête, elle aussi, à être exécutée. Mais au dernier moment, un puissant coup enflammé tranche le bras de Muzan, et Kanao se retrouve mise hors de danger. Tanjiro est à nouveau sur pied et compte bien utiliser les mouvements du souffle du soleil, transmis par sa famille de génération en génération, pour vaincre Muzan. Il a d'ailleurs remarqué que le 13e mouvement qui lui manque ne peut apparaître qu'en enchaînant parfaitement et sans interruption les 12 précédents. Pour réussir là où Yoriichi, qui est bien plus talentueux que lui, a échoué, Tanjiro est prêt à vivre l'enfer pour exécuter parfaitement la danse. Dès que notre héros entre dans la bataille, Muzan ne peut s'empêcher d'apercevoir le fantôme de Yoriichi, sa lame brillant d'un rouge écarlate. Tanjiro parvient alors à relier 6 de ses mouvements, mais sa précision est beaucoup moins grande que celle de Yoriichi. Muzan parvient donc à le toucher et le blesser. Mais malgré tout, notre héros n'abandonne pas et le maître des démons se surprend à ne pas réussir à l'achever. Même si Tanjiro s'épuise rapidement avec ce rythme insoutenable, les coups de Muzan sont eux aussi devenus plus lents. Dans le sérum, pour faire redevenir Muzan humain, Shinobu et Tamayo ont jugé bon de mettre un agent vieillissant. Muzan, depuis le début de son combat contre les pourfendeurs, a vieilli l'équivalent de 9000 ans. Yuichiro, lui, s'empresse de distribuer de nombreux antidotes aux pourfendeurs pour les sauver. Mais il est bien conscient que Tanjiro ne pourra pas tenir seul longtemps contre Muzan. Et cela ne manque pas. Tanjiro est incapable d'entrer dans le monde transparent avec la fatigue et le rythme effréné du combat, ce qui lui vaut de trébucher et se rendre à la merci de Muzan. Par chance, Obanai le sort de ce mauvais pas, bien qu'il ait perdu la vue suite à son précédent assaut. Grâce à son serpent Kaburamaru qui lui sert de radar, il parvient à se mouvoir dans l'espace tout en esquivant les attaques ennemies. Maintenant à 2 contre 1, Tanjiro pense enfin pouvoir entrer dans le monde transparent, tandis que Muzan observe avec horreur son incapacité à achever nos héros. D'autant plus que ses anciennes cicatrices qui lui viennent de Yoriichi refont surface avec le vieillissement. Ces marques indiquent alors les points vitaux de Muzan à nos héros. Depuis plus de 400 ans, ces cicatrices n'ont eu de cesse de consumer quotidiennement sa chair, comme si il était directement exposé aux rayons du soleil. De son point de vue, c'était Yoriichi le véritable monstre sur cette terre et non lui. Ne restant plus que 40 minutes avant l'aube, Muzan en difficulté décide donc de prendre la fuite, n'hésitant pas à piétiner les cadavres de tous les pourfendeurs sur son chemin. Ne réussissant pas à le rattraper, Tanjiro, brûlant de colère, lui lance tous les sabres de ses compagnons morts au combat pour le ralentir. Le temps nécessaire pour que Obanai réussisse à transpercer la gorge de Muzan avec sa lame incandescente. Forcé de combattre, Muzan voit son corps arriver près de ses limites physiques, tandis que Nezuko vient tout juste d'arriver près du lieu du combat. Plus elle se rapproche, plus ses souvenirs refont surface.
En voyant son frère, Nezuko se rappelle qui elle est vraiment, retrouvant à cet instant tous ses souvenirs. En plein milieu du combat, la pression monte de plus en plus pour Muzan, car il sent que les piliers sont en train de reprendre conscience, en plus du soleil qui ne va pas tarder à arriver. Pris au piège, il compte donc s'échapper une nouvelle fois, en se faisant exploser comme il l'avait fait avec Yorichi. Sauf qu'au dernier moment, sa technique s'annule, Muzan se retrouvant dans l'incapacité de se diviser. Tamayo avait déjà prévu qu'il voudrait prendre la fuite en cas de défaite, et lui a donc retiré cette capacité via son sérum. Crachant du sang, ayant atteint les limites de son corps, Muzan voit ses points faibles exposés à la merci des pourfendeurs. Proche de la mort, le démon originel canalise donc ses dernières forces pour déclencher une fois de plus son pouvoir sanguinaire, clouant au sol nos héros. Tanjiro, pris de tremblements paralysant tous ses membres, n'arrive alors pas à se relever et ne peut que voir Muzan s'enfuir. Mais Inosuke, malgré ses blessures, compte bien le retenir jusqu'au lever du jour. Zenitsu lui vient alors en aide, le temps que Tanjiro lutte pour sa propre survie. Les tremblements étant causés par le pouvoir sanguinaire de Muzan, Tanjiro décide de s'ouvrir une artère avec sa lame rougeoyante pour pouvoir respirer. Muzan, lui aussi à bout de force, n'arrive presque plus à lever les bras, tandis que les piliers, bien que grièvement blessés, se dirigent à nouveau vers lui. Tandis que Tanjiro, ayant retrouvé son souffle, se joint à nouveau à la bataille. Les trois amis, en joignant leurs forces, finissent donc par immobiliser Muzan contre un mur. Le démon tente de riposter, mais Mitsuri lui saisit les bras avant que Sanemi ne vienne les trancher. Ne lui restant plus que sa tête, Muzan tente de dévorer Tanjiro avant qu'Obanai ne subisse le coup à sa place. Et c'est dans ces derniers instants du combat que les rayons du soleil viennent éclairer le champ de bataille, devant le regard terrifié de Muzan. Pris de panique, il déploie une ultime onde de choc que Tanjiro parvient à résister malgré la douleur. Mais il n'est pas seul. Giyu, encore debout, l'aide à enfoncer encore plus sa lame qui brille d'un rouge éclatant. Son visage commençant à être brûlé par les rayons du soleil, Muzan n'a d'autre choix que de se fabriquer une armure de chair qui, en gonflant, absorbe Tanjiro. Tous les pourfendeurs utilisent alors leur dernière force pour l'empêcher de se réfugier à l'ombre. Immobilisé par les piliers, Muzan, à court d'options, cherche même à se terrer dans le sol pour fuir le soleil. Seulement, les efforts de tous les pourfendeurs concluent sa fuite par un échec. Après des siècles de terreur, Muzan vient de mourir. Face à cette scène que les pourfendeurs rêvaient de voir depuis tant d'années, des cris et des pleurs de joie retentissent sur le champ de bataille, avant de se précipiter pour soigner les blessés qui sont bien nombreux. Malheureusement, il est déjà trop tard pour Gyomei, qui, dans ses derniers instants, rejoint ses élèves avec le sourire aux lèvres, le devoir accompli. De même pour Mitsuri qui se sent partir aux côtés de Obanai, se souvenant de leur première rencontre et de tous les bons moments passés ensemble. Celle-ci déclare alors son amour à Obanai qui n'en a plus pour longtemps. Les deux amoureux se font alors la promesse de se marier si jamais ils se réincarnent dans ce nouveau monde débarrassé des démons. Sanemi, quant à lui, entre la vie et la mort, observe Genya et ses frères rejoignant l'autre rive. Sa mère, seule, ayant tué ses enfants en se transformant en démon, ne peut alors les rejoindre, condamnée à aller en enfer. Sanemi propose donc de l'accompagner avant que son père ne l'en empêche et le repousse, le faisant revenir à lui. Inosuke et Zenitsu parviennent à être soignés de leurs blessures. Cependant, il n'y a rien à faire pour Tanjiro, son cœur ayant déjà arrêté de battre depuis longtemps. Jusqu'à la mort, notre héros s'est battu pour ses convictions et pour les autres. En se remémorant le courage et la gentillesse du jeune garçon, Giyu fond en larmes et s'excuse de ne pas avoir réussi à le protéger. Devant Nezuko, qui accourt en larmes devant le corps inanimé de son frère.
Dans ses derniers instants, avant de disparaître calciné par le soleil, Muzan ne pouvait s'empêcher de penser à la mort. Lui qui, dès sa naissance, avait été déclaré mort-né, a dû se battre et hurler pour vivre afin de le montrer au monde. Durant toute sa vie, il s'est donné les moyens d'obtenir tout ce qu'il désirait. Mais s'il y a bien une chose qu'il ne pouvait conquérir, c'était bien la mort. Cependant, au cours de ses longues années de vie et au contact des pourfendeurs, il a vu quelque chose qui subsiste même après la mort, les sentiments. Faisant ce constat avant de disparaître, Muzan décide de confier ses sentiments ainsi que tout son pouvoir dans le corps de Tanjiro, le croyant capable de conquérir le soleil et de perpétuer sa volonté, celle de vaincre la mort et d'éliminer sa seule menace, les pourfendeurs de démons. Ces mots faisant écho en lui, Tanjiro se réveille et manque de tuer un pourfendeur en s'étant complètement transformé en démon. Malgré tout, le soleil lui calcine quand même le visage, avant que Giyu ne le transperce de son sabre et fait part de la sombre nouvelle à nos héros, leur demandant de l'éliminer au plus vite. Seulement l'espace de quelques instants, Tanjiro parvient à complètement conquérir le soleil avant de répliquer. Inosuke est donc obligé d'intervenir, mais il est impossible pour lui de combattre Tanjiro tant les sentiments d'amitié qu'il a pour lui sont forts. Au moment fatidique, Nezuko s'interpose, essayant de raisonner son frère qui plante ses crocs dans sa chair. Celle-ci s'excuse alors de l'avoir tout laissé porter sur ses épaules depuis la mort de sa famille et compte donc tout faire pour qu'il revienne à lui-même. Zenitsu et Inosuke viennent alors la soutenir dans sa démarche en serrant Tanjiro dans leurs bras. Mais rien n'y fait, la volonté de Muzan est trop forte et Tanjiro déploie son pouvoir sanguinaire qui repousse ses amis avec une puissante onde de choc. Seul Nezuko a su rester attaché à lui, pendant que Giyu s'efforce de protéger les pourfendeurs des attaques de Tanjiro. Chargeant une attaque dévastatrice, seul Nezuko parvient à retenir Tanjiro. Preuve que malgré ce déchaînement de violence, notre héros résiste à la corruption de Muzan. Kanao, bien que blessée, a encore sur elle un sérum pour faire redevenir un démon en humain et compte bien l'utiliser sur Tanjiro. Afin d'esquiver les attaques tranchantes, elle réutilise donc sa technique ultime des licorices rouges. Se ruant sur lui, Kanao se retrouve gravement blessé, mais parvient tout de même à injecter le sérum à Tanjiro, qui s'immobilise instantanément. Au fond de lui, Tanjiro, épuisé, ne demande qu'une chose, rentrer chez lui avec sa sœur. Cependant, Muzan fait tout pour le faire culpabiliser afin de le maintenir entre ses griffes. Mais Tanjiro ne croit pas un seul mot à ses mensonges et sort de son emprise, aidé par les esprits de ses défunts amis. Seulement Muzan ne compte pas abandonner si vite et rappelle à Tanjiro qu'il a éveillé la marque, le condamnant à mourir à ses 25 ans, tandis qu'en restant un démon, il pourra vivre éternellement. Seulement cette proposition n'intéresse pas le moins du monde notre héros, qui ne désire qu'une chose, revoir ses proches. Plus Tanjiro s'échappe de son emprise, plus le désespoir gagne Muzan, qui semble de plus en plus pathétique. Aidé par ses amis, notre héros revient finalement à lui, laissant derrière Muzan, qui est voué à disparaître dans la solitude. Ouvrant ses yeux, avec tous ses amis autour de lui, Tanjiro est alors plus qu'heureux de revoir leur visage sain et sauf. Poussant un énorme cri de joie, les pourfendeurs ont finalement accompli leur dernière mission, débarrassant le monde de Muzan et de ses démons. 3 mois s'est écoulé et nos héros sont de nouveau sur pied. Et si Tanjiro a pu se libérer de l'emprise de Muzan, c'est en partie grâce à Nezuko qui l'avait mordu, car celle-ci avait développé des anticorps contre les cellules de Muzan afin de redevenir humaine. Yushiro remercie alors notre héros d'avoir mené la volonté de Tamayo jusqu'au bout. Voyant son regard soulagé mais triste, Tanjiro demande à Yushiro de continuer à vivre car il est le seul encore capable d'entretenir le souvenir de Tamayo à travers le temps.
Quant aux 2 derniers piliers restants, Giyu et Sanemi, ils reçoivent les plus grands remerciements de la famille Ubuyashiki avant la dissolution de l'ordre des pourfendeurs. Les 2 anciens piliers sont alors persuadés que le père de Kiriya est fier de ce qu'il a pu accomplir durant cette nuit de combat. Dans sa chambre de repos, Tanjiro reçoit la visite de Tengen et ses femmes, ainsi que du père de Rengoku, le remerciant d'avoir utilisé la garde du sabre de son fils pour cet ultime affrontement. Rapidement, les forgerons envahissent la pièce, content de voir notre héros en bonne santé. Comme à son habitude, Inosuke ne peut s'empêcher de voler de la nourriture pendant que Kanao observe avec admiration le cerisier planté par le premier pilier de la fleur. Kanao et Tanjiro, après ce combat, semblent alors nouer des liens plus forts. Sanemi, de son côté, finit par croiser Nezuko dans les couloirs et s'excuse, gêné, de ne pas avoir pu aider Tanjiro après sa transformation. Seulement, la réponse innocente de Nezuko lui rappelle fortement son petit frère Genya. Sanemi fait donc part d'un rare geste de tendresse avant de partir. Nos héros, enfin tous rétablis, prennent le temps de fleurir toutes les tombes de leurs camarades tombés au combat, avant d'entamer une nouvelle vie dans la maison familiale de Tanjiro. Et c'est dans ce monde en paix que le temps s'est écoulé jusqu'à notre époque moderne. Les descendants de nos héros se préparent pour aller à l'école, perpétuant le souvenir de leurs ancêtres qui ont débarrassé ce monde des démons. Dans ce futur en paix, tous les espoirs que portaient Tanjiro et ses amis semblent être accomplis. Yushiro, au fil des siècles, est devenu un artiste connu, spécialisé dans la peinture de portraits, plus précisément celui de Tamayo, qu'il réalise afin de préserver son souvenir. Même Mitsuri et Obanai se sont réincarnés à cette époque, tenant un restaurant de ramen ensemble après leur mariage. Sumihiko, le descendant de Tanjiro, se réveille alors en retard pour les cours et nous fait une démonstration de sa grande agilité pour arriver à l'heure. Dans sa course effrénée, il passe devant le magasin de réparation à Ganezuka, avant de faire une pirouette sur une voiture de police, devant 2 agents ressemblant trait pour trait à Sanemi et Genya qui se mettent à sa poursuite. Traversant une foule de visages familiers, la course de Sumihiko se voit rejointe par son camarade Tojuro, un descendant de la famille de Rengoku. Les 2 amis passent alors la grille d'entrée pile à l'heure devant le visage contrarié des agents de police. D'ailleurs, ceux-ci ne manqueront pas d'appeler chez la famille Kamado pour cet incident, où les boucles d'oreilles de Yorichi ainsi que le sabre de Tanjiro sont fièrement exposés. De cette époque subsiste aussi une photo encadrée, où tous nos héros sont réunis, le sourire aux lèvres, heureux d'avoir pu rendre le monde meilleur. Merci de m'avoir écouté jusque là. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, on approche enfin des 100 000 abonnés. Et si vous n'en avez pas encore assez de voir ma tête, j'ai ouvert une chaîne secondaire avec du contenu plus chill, je vous mets le lien en description. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.